Salutations à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus sur l'épisode 3 de cette série de podcasts Éminence Grise. Je vous rappelle que le propos de cette série est de vulgariser les connaissances autour du concept de pouvoir, connaissances qui sont elles-mêmes tirées de l'ouvrage Le pouvoir, concept, lieu, dynamique. Ouvrage édité sous la direction du professeur Jean-Vincent Olindre. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si l'audio vous plaît et à le partager sur vos réseaux perso et professionnels si vous le souhaitez. Cet épisode traitera des articles Pouvoir et autorité, la science politique est-elle une science du pouvoir et penser la séparation des pouvoirs. Soyez attentifs, nous allons commencer. Pouvoir et autorité par Pierre-Henri Tavoileau. Face à un monde en constante mutation, où les univers se mélangent, public et privé, nationalisme et mondialisation, etc., l'autorité politique semble avoir disparu. D'ailleurs, l'élévation de l'esprit critique amène parfois à ce paradoxe qui consiste à ne plus rien percevoir comme étant légitimement source d'autorité. Ainsi, soit un chef peut avoir du pouvoir et il en profite grassement, soit il n'a pas de pouvoir et donc comment peut-il être chef ? Et toi, t'as quelle excuse? Chef, excuse pourquoi, chef? C'est moi qui les pose les questions deuxième pompe. Est-ce que tu peux comprendre ça? Chef, oui, chef! Très bien, merci beaucoup, merci. Alors je peux donner des ordres, peut-être? Chef, oui, chef! Est-ce que t'es tout perturbé? Est-ce que t'es tout nerveux? Chef, je suis nerveux, chef! Et c'est moi qui te rends nerveux? Chef! Chef, quoi? Mais dis donc, est-ce que t'allais pas me traiter de sale con? Chef, non, chef! L'autorité est en crise à tous les niveaux, celle de la famille, celle de l'école et même celle des institutions. Pourtant, la disparition de cette autorité légitime de la part de certains acteurs majeurs de la société civile n'est pas forcément bon signe. On peut même dire que son absence est signe d'un mauvais état, dans le sens où s'il n'y a plus d'autorité reconnue, il n'y a plus de cadre défini et cela devient vite le chaos. L'autorité est une notion protéiforme, elle peut venir de la loi, elle peut venir de l'expérience, elle peut être contrainte par la force ou acceptée avec bienveillance par la sagesse. Cependant, il semble à chaque fois que l'autorité ne vienne pas de son détenteur direct, mais de l'origine de cette autorité. Par exemple, un président, un chef d'entreprise ou même le pape lui-même détiennent leur autorité du fait de leur fonction et non pas de leur propre personnalité. Ainsi, un mauvais général bénéficie de l'autorité de son poste. Seul le temps et les mauvaises décisions successives le lui feront perdre. Mais son remplaçant aura alors tout intérêt à relever le niveau. Pour Pierre-Henri Tavoileau, l'auteur de cet article, il existe 3 sources principales d'autorité au sein de l'histoire humaine. L'autorité du passé. Lorsque votre volonté trouve ses fondements dans l'expérience des siècles précédents, qui ont connu du succès, il est alors plus facile de faire valider son point de vue et donc d'accorder de l'autorité à vos paroles et à vos actes. Il y a ensuite l'autorité du cosmos. Il s'agit plutôt d'une réalité considérée comme naturelle. Par exemple, durant la Grèce antique, Aristote partait du principe que dans la nature, certains sont faits pour commander et d'autres pour obéir. Si cela se passe de cette manière dans le cosmos, alors il doit en être de même dans l'organisation des hommes. Cette réalité naturelle, entre guillemets, a pendant des siècles justifié la domination des civilisations sur des cultures moins développées technologiquement et ainsi amené à de terribles événements, notamment l'esclavage et les génocides. Enfin, la troisième source d'autorité serait d'ordre divin. À partir du moment où notre action et notre volonté répondent à une proximité avec le sacré, que ce soit Dieu ou les dieux en fonction des époques, l'autorité vient d'au-delà et donc devient incontestable. Celui ou celle qui justifiait que son pouvoir provenait de puissances supérieures s'assurait une autorité extrêmement puissante, qu'il s'agisse d'une personne humble, comme les prophètes, ou alors de grandes dynasties, comme les pharaons. Dans nos sociétés occidentales, c'est la royauté soutenue par l'Église qui a cadré notre civilisation durant des siècles. Même lorsque la République est apparue, l'autorité était toujours représentée par le conseil municipal, composé des élites de la ville, comme le maire, les marchands, les avocats, etc. et le clergé qui généralement s'occupait de l'éducation, notamment dans les milieux ruraux. Ainsi, avec l'éclatement de l'influence chrétienne et la montée de l'idéologie libérale, qui est plutôt individualiste, l'autorité a du mal à s'imposer à une société qui prône le chacun pour soi comme étant les meilleurs exemples de réussite sociale. Aujourd'hui, on distingue de nouvelles formes d'autorité individuelle qui amènent au respect de l'individu qui en émane, notamment l'autorité du savoir. Reconnues pour leur expertise, certaines personnes deviennent des figures d'autorité dans leur domaine de compétences, en admettant elles-mêmes leur manque de connaissances dans les domaines non étudiés. Ce qui est tout le contraire d'autres pseudo-experts que l'on appelle vulgairement des toutologues, capables de donner un avis sur tout et n'importe quoi, sans avoir la moindre compétence dans le domaine concerné. C'est surtout de cette seconde catégorie de personnes que les médias audiovisuels nous accablent quotidiennement.
Puis nous avons l'autorité charismatique, aussi appelée le leadership. Je n'ai pas besoin de vous apprendre ce qu'est le leadership, tout le monde est en mesure de le reconnaître chez une personne. L'autorité compassionnelle, elle, est un synonyme de la sollicitude. Généralement présente chez toutes les personnes qui font face aux mots MAUX de nos sociétés modernes. Ce sont les assistantes sociales, les personnels soignants des hôpitaux, les agents d'accueil de foyers de reconversion et de maisons de retraite, les pompiers, les ambulanciers, les secouristes et les professeurs, sans oublier bien sûr les associations humanitaires. Bien entendu, ces métiers sont souvent mis à mal quotidiennement, car confrontés à la misère et à ce qu'il y a de pire au sein de la société civile. Il n'y a plus de budget au sein de l'hôpital public, on est au bout de 10 ans de restrictions financières. Les denrées de base manquent à l'hôpital public, il y a des jours où il n'y a même pas de PQ. Et oui, les médecins vont travailler là où ils ont les moyens de travailler. L'hôpital public, les gens ne veulent plus y rester, pas tant à cause de problèmes de salaire, mais surtout à cause de problèmes de conditions de travail. Il y a un moment, on n'a plus les moyens pour rendre service aux gens. Et donc c'est ça qui fait ce ras-le-bol et qui, je pense, il y a de plus en plus de gens qui partent, il y a de moins en moins de jeunes qui arrivent à se projeter dans les carrières hospitalières. De plus, cette nécessité de passer du temps avec les patients, ce lien de sollicitude est aujourd'hui broyé par l'idéologie marchande. Le temps, c'est de l'argent, et l'on en voit les conséquences en 2020 dans l'hôpital public qui n'est plus en mesure de remplir son rôle d'accompagnement des malades, sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Ainsi s'évanouit encore une fois une forme d'autorité. La science politique est-elle une science du pouvoir ? Par Philippe Brault. Ce chapitre de Philippe Brault est plutôt ardu, et je ne me risquerai pas de déformer ses propos. C'est pourquoi je ne vous donnerai que ma compréhension directe. Une science est déclarée comme telle si elle unit les penseurs autour d'un consensus sur lequel tout le monde tombe d'accord, comme le mouvement des planètes, la composition de l'air sur Terre, etc. On ne peut pas réellement parler de science politique. On peut éventuellement parler de philosophie politique, car la politique peut prendre des formes si diverses que l'on débat depuis des millénaires à son propos. De plus, là où la science se vérifie par la répétition de faits et de résultats similaires, la politique est le fruit de facteurs divers, qu'ils soient environnementaux, technologiques, liés au niveau de connaissance d'une population, et ainsi de suite. C'est pourquoi il existe tant de différences au sein de chaque régime. Chaque démocratie est différente, chaque dictature est différente, chaque volonté politique d'une nation ou d'un peuple peut s'avérer différente les unes des autres. Ainsi, on ne peut pas réellement parler d'une science du pouvoir quand on veut parler de politique. Rien que le mot pouvoir peut revêtir des significations bien différentes, assez pour que le mot science ne puisse lui être octroyé. Pensez la séparation des pouvoirs par Renaud Baumer. La séparation des pouvoirs est l'essence même d'une idéologie libérale. Que l'on soit en démocratie, en oligarchie ou en monarchie, il est nécessaire de penser à cette séparation. En premier lieu, elle permet de faire le distinguo entre les fonctions, les lois, et les organes, les personnes ou institutions qui font appliquer et obéissent aux lois. Cette séparation a également un but, préserver la liberté des individus en divisant la responsabilité de la société en plusieurs parties distinctes. Une monarchie peut permettre la séparation des pouvoirs, comme c'est le cas en Angleterre et dans d'autres pays de l'Europe. Une concentration des pouvoirs est une dictature du fait que la majorité des lois est votée puis approuvée par un petit nombre de personnes, voire par une seule, sans qu'il n'y ait d'opposition possible. Montesquieu, dans un passage de son œuvre de 1748, L'Esprit des lois, écrit ceci : « Tout serait perdu si le même homme ou le même corps décisionnaire, ou des nobles ou du peuple, exerçait les trois pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. » Ainsi, pour Montesquieu, même donner ces trois pouvoirs à la volonté exclusive du peuple, exemple par référendum général et régulier, n'est pas une bonne idée. Je suis d'accord sur ce point, car tout ne peut pas être décidé par un ensemble de citoyens dont les intérêts locaux divergent. Il suffit de regarder l'ascension de Napoléon pour comprendre que face à l'urgence, le collectif a souvent du mal à gérer les décisions pour une nation. Avant que l'on ne connaisse notre constitution actuelle, rédigée en 1958, la séparation des pouvoirs a connu bien des aspects en France. Montesquieu défendait une balance des pouvoirs qui influait sur la création des lois. La bourgeoisie et la noblesse pouvaient ainsi proposer des lois, et le roi pouvait y mettre ou non un veto. Ainsi, le pouvoir arrêtait le pouvoir. Je ne m'étalerai pas sur la façon dont sont proposées et votées les lois de nos jours, sachant que les plus importantes pour le pays sont votées à des heures tardives, en plein milieu des vacances scolaires, avec moins d'1/5 des députés présents. Les dernières années regorgent d'exemples de ce type. Il y a, à mon humble avis,
matière à travailler à ce niveau-là. Nous voici donc à la fin de ce 3e épisode audio consacré au thème du pouvoir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé et de commenter si vous voulez en savoir plus. Dans le prochain podcast, nous évoquerons les articles suivants. Les pouvoirs autoritaires et totalitaires, les relations internationales du hard power à l'empathetic power et influence et manipulation de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous retrouve très vite sur la chaîne Éminence Grise.